Épisode numéro 2 sur le contrôle analytique avec Fouzia Taouzari. Que ce soit l'analyse ou le contrôle, il y a quand même cet élément commun qui est qu'au fond, on fait aussi l'expérience de ce que c'est que de parler à quelqu'un, que ça ne va pas de soi. On peut être formé en tant que psychologue, votre métier sert à ci, à ça, etc., etc. Mais si on ne l'éprouve pas, au fond, on est dans le jugement de l'autre. On est dans le jugement de l'autre dans sa manière de se mettre au travail, de parler, de dire, etc. Et quand on fait cette expérience, on repère qu'au fond, c'est pas si facile de parler à l'autre. C'est pas si facile d'y engager son intimité, son histoire, qu'il y a des moments où il y a des choses, on n'a pas envie de les dire à ce moment-là, qu'on est confronté aussi à un impossible, de toucher au plus juste ce qu'on ressent par les mots, etc. Et donc, le fait de faire cette expérience pour soi-même, il y a aussi une certaine humilité et donc une humanité dans notre position face à l'autre. Se rendre compte que soi-même, au fond, dans ce qu'on raconte, on délire un peu tout seul, qu'on se crée ses propres petites histoires, ses propres fantasmes, qu'on est agi aussi par notre fantasme, par notre inconscient. Ça vient dégonfler, au fond, cette position où moi, parce que j'ai mon diplôme de psychologue, que moi ça va et que voilà, je viens soigner l'autre, de vouloir son bien, etc., etc. Et donc ça vient pulvériser, au fond, ce désir impur qu'on trimballe tous, d'autant plus quand il s'agit de vouloir faire le bien de l'autre. Bon, avec l'analyse et le contrôle, on découvre aussi un peu l'autre face, notre propre face obscure, c'est-à-dire nos préjugés qu'on ne pensait pas avoir, notre impossibilité à entendre certaines choses, parfois notre propre agacement, et donc finalement de vouloir le bien de l'autre, on découvre que on n'est pas si net que ça. S'il y a ce désir de faire un contrôle, c'est intéressant au sens où quand on est seul avec un patient, on y engage sa subjectivité. Tout n'est pas du côté du patient comme tout n'est pas du côté du praticien. Et au fond, j'aime bien ce que dit Lacan quand il dit « Il n'y a de résistance à l'analyse que du côté de l'analyste ». Voilà. Donc à partir de là, si notre subjectivité y est engagée, on y est engagé dans notre manière où on va écouter, dans notre manière où on va attraper certains signifiants, dans notre manière d'agir, dans l'interprétation, dans nos interventions. Et donc tout ça nous engage, ça engage notre être. Et ces idéaux qu'on a de la profession qu'on occupe va venir justement plomber aussi notre manière d'être dans le dispositif. Déjà, le contrôle va venir pointer ça, c'est-à-dire va pointer ce qui s'engage du côté de l'analyste quand ça se présente. En général, quand on va en contrôle, c'est parce qu'on est embarrassé, on est en difficulté. Et ensuite, ce qui est pointé par le contrôleur analyste nous sert ensuite à être mis au travail dans l'analyse. Je pense par exemple à une patiente que j'avais rencontrée au CPCT il y a très longtemps quand je faisais des traitements, donc, qui était très vindicative dans son couple, passionnée dans sa manière d'aborder les choses, et donc moi avec une difficulté de l'interrompre dans ce récit passionné et enflammé. Et à un moment donné, mon téléphone sonne. Enfin, il est en silencieux, il vibre. Je fais juste ce petit geste très discret, pensais-je, pour éteindre mon téléphone.
Et donc ça n'avait pas manqué, elle avait aussitôt relevé ça. Le côté vindicatif, enflammé, s'est reporté sur ma personne. Et donc, en me disant que c'était inadmissible, que je fasse ça, que je ne l'écoute pas, etc., etc. Et donc moi, un peu embarrassée, à lui dire ben oui, mais je suis obligée de laisser mon téléphone allumé si j'ai des patients qui m'appellent. Et donc je m'excuse. Et tout de suite, elle me dit mais un soignant, ça doit être à l'écoute de son patient à 100%. Et donc ce mot de soignant, m'avait interpellée. Là, tout de suite, je lui dis je ne suis pas soignante. Et donc j'ai voulu lui dire ce que j'étais, du coup, puisque je lui dis je ne suis pas ça. Donc on attend forcément je suis. Et donc au moment où j'ai voulu dire je suis, un blanc. Et en même temps, l'impossibilité d'aller au-delà parce qu'elle était trop en colère, et moi dans une impuissance à poursuivre l'entretien parce que j'avais eu le sentiment d'avoir été mis à défaut. Et donc j'arrête l'entretien. Et donc quand elle part, je suis très embarrassée. Quelque chose est venu me déranger sans que je sache ce qui se jouait. Quelques jours après, j'ai appris qu'elle a demandé à changer de praticien. D'un côté, j'étais embêtée, et de l'autre, je ne me cachais pas le fait que je me disais de toute façon, c'est tellement compliqué, que je ne voyais pas du tout comment me sortir de ça, que c'était presque une bonne nouvelle. Mais j'ai eu un symptôme qui est que j'ai perdu ma voix sur quelques jours, et donc là, je ne pouvais pas cacher le fait qu'il s'était passé quelque chose pour moi. Donc, je décide d'en parler en analyse et ensuite en contrôle pour démêler ce qui s'est passé. À la fois en contrôle pour mettre en lumière ce qui s'est joué pour la patiente, et aussi ce qui a fait entrave au déploiement de ses propos. Très vite, j'ai fait cet aveu que dès le début, quelque chose me semblait familier chez elle. Je me retrouvais en quelque sorte dans ce qu'elle disait, et donc je buvais ses paroles sans pouvoir l'interrompre. Et donc l'analyste en contrôle a fait valoir en effet cette relation imaginaire qui s'était installée, que j'étais dans l'axe imaginaire, et donc quand on est dans l'axe imaginaire, on ne fait que consister le récit, la plainte, et on ne décale pas le patient pour qu'il voit finalement d'une autre manière ce qu'il joue pour lui. Et donc j'étais bâillonnée aussi de la même manière. Je ne pouvais pas agir, je ne pouvais pas couper, j'étais, on peut dire, aveuglée. Ce qui aussi m'avait finalement d'une certaine manière attrapée, qui était au fond les plaintes du côté amoureux et à la fois un manque du côté de son lien au père. Donc c'est ça qui était venu m'alpaguer au niveau inconscient. Ça a relancé au fond mon désir de la recontacter. Et donc, forte de ces révélations à la fois en contrôle et en analyse, j'ai pu à la fois l'appeler, à la fois supporter les plaintes qu'elle avait à mon égard, sans perdre de vue qu'il fallait que je puisse faire apercevoir ce qu'il avait aussi convoqué elle. Parce que si elle avait réagi comme ça, c'est que ça venait toucher quelque chose chez elle. Elle est revenue. Ensuite, la première chose que je lui ai demandé, c'était si elle avait fait un rêve, et aussitôt elle me dit oui, j'ai fait un rêve, mais ça n'a rien à voir. Et donc là, je lui dis dites quand même, c'est important. Et dans ce rêve, elle raconte qu'elle est avec son partenaire, mais que son partenaire est occupé à autre chose, qu'il ne l'écoute pas, et donc elle est très en colère. Donc ça m'interpelle par rapport à ce qui s'était joué et qui avait fait cette interruption du suivi avec elle. Et donc je lui demande d'associer, je lui dis que c'est intéressant d'associer autour de ça. Et elle associe sur son histoire, sur la séparation de ses parents quand elle avait 6 ans,
et l'absence de son père. Le seul lien qu'elle avait avec son père dans cette période, pendant des années, c'était le téléphone. Et elle se voit, petite, attendant les appels du père qui ne venaient pas, ou elle se voit, elle, appelant le père qui ne répond pas au téléphone. Et donc, ça vient faire résonance avec le téléphone qui sonne et le « vous devez être là à 100% pour moi ». Et donc, il mettait au fond en avant l'absence du père. Et donc, j'ai saisi ça en lui faisant apercevoir qu'au fond, ce rêve disait que le partenaire, au fond, avec qui elle joue sa partie, qui nourrit ses plaintes et sa souffrance, c'est son père. Et donc, ce qui a ensuite ouvert pour elle, au fur et à mesure des autres séances, toute une constellation signifiante que j'ai pu relever au fur et à mesure, qui ont fait apercevoir combien, au fond, ce rapport au père était venu infecter son lien au partenaire amoureux. Et donc, le contrôle a permis ça, un décalage, c'est-à-dire de sortir, au fond, de cet axe imaginaire qui, finalement, à la fois me bâillonnait, à la fois faisait consister l'histoire de cette patiente, les plaintes, la souffrance, et puis moi-même, d'une certaine manière, fascinée. C'est ça, au fond, le rapport imaginaire, c'est on est fasciné par le discours de l'autre. De manière, on ne peut plus agir. Et donc, si on ne peut pas agir, on est du coup dans le blabla, dans la conversation. Et donc, on ne fait pas avancer le sujet dans ce qui lui arrive. Pour qu'il puisse élucider, au fond, ce qui se passe pour lui, il faut pouvoir être à une autre position, c'est-à-dire à une position décalée où on va pouvoir relever les signifiants, couper, et donc être alerte. Le contrôle sert aussi, au fond, à sortir de cet aveuglement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on repère ce qui se joue pour nous, et donc on supporte, au fond, ce qu'est l'autre dans toute sa singularité, dans toute sa différence, parce que ça ne va pas de soi.